Alors, quel est le traitement? Comment va-t-on prendre en charge les patients? Et quel est le pronostic de l'artérite de Takayasu? Alors, l'objectif principal du traitement, ça va être de contrôler l'inflammation vasculaire et de prévenir toutes les lésions irréversibles au niveau des vaisseaux et des organes. Alors, comment va-t-on s'y prendre? Il y a des principes généraux. Il va d'abord y avoir une période de traitement intensif, qu'on appelle une période d'induction, qui va être suivie d'une période d'entretien qui est moins intense, mais qui va être prolongée. Au décours de cette prise en charge, bien sûr, il faut continuer de surveiller régulièrement, cliniquement, le patient, sans oublier, bien sûr, les territoires vasculaires, c'est absolument essentiel, et ça va être appuyé par les mesures des marqueurs inflammatoires et également de l'imagerie, en restant économe en radiation, particulièrement chez les enfants. La pression artérielle, il faut la mesurer de manière appropriée et interprétée à l'aide de tableaux de centiles qui vont prendre en compte l'âge, le sexe et la taille de l'enfant. Et donc ça, c'est important. Et utiliser les outils adéquats, donc les brassards de taille adaptée. Il faut bien sûr toujours penser au fait qu'il peut y avoir des atteintes cérébrovasculaires, même si elles sont moins importantes en pédiatrie que chez l'adulte. Donc il faut là aussi savoir bien les dépister de manière clinique. Et puis, surtout d'ailleurs, chez les patients qui sont hypertendus, et c'est vrai qu'en pédiatrie, l'hypertension est plus fréquente que chez l'adulte. Et ce qu'il faut savoir également, c'est un principe général, que s'il y a besoin d'une chirurgie, eh bien, il faut éviter de faire cette chirurgie au moment de la phase très aiguë. Il faut absolument éteindre l'incendie, parce que si on ne fait pas ça et qu'on fait de la chirurgie à chaud, il y a un risque de réocclusion et de complications procédurales. Donc, il faut vraiment faire ça de façon très prudente. Alors, il y a un certain nombre de termes qui sont utilisés dans les recommandations internationales pour parler de l'état de la maladie. Alors, on va suspecter le Takayasu devant des signes cliniques ou des symptômes évocateurs, et si on n'a pas d'autres finalement éléments pour éliminer de manière franche d'autres pathologies. On va considérer une maladie active si le patient présente des signes ou des symptômes cliniques qui vont être nouveaux, persistants, ou alors qui vont être aggravés et qui sont attribuables à sa maladie de Takayasu et qui ne sont pas le résultat de dommages antérieurs. On va parler de maladie sévère si on est dans une situation de menace du pronostic vital ou du pronostic fonctionnel d'un organe, comme par exemple une perte de vision ou une ischémie cérébrovasculaire, ou alors une ischémie cardiaque ou une ischémie des membres. On va parler de maladies non sévères s'il n'y a aucune manifestation qui met en jeu le pronostic vital ou le pronostic d'un organe, essentiellement devant des signes constitutionnels isolés, des maux de tête ou des claudications de la mâchoire ou par exemple des myalgies diffuses par exemple. On va parler de rémission quand on n'a pas de signes ou de symptômes cliniques attribuables à la maladie de Takayasu active, que le patient soit sous traitement immunosuppresseur ou pas. On va parler de maladie réfractaire si la maladie est active et persistante malgré un traitement immunosuppresseur approprié. On va parler de rechute si la maladie récidive de façon active après une période de rémission. Et les symptômes d'ischémie cérébrale, on va considérer l'atteinte visuelle ou l'atteinte neurologique. Et dans ces atteintes, on va comprendre l'amorose fugax, la perte de la vision et l'accident vasculaire cérébral. Alors, quels vont être les principes du traitement de la maladie de Takayasu? Ce que je vous montre là, ce sont les recommandations de l'American College of Rheumatology, et ce sont les recommandations qui courent actuellement pour la maladie de Takayasu adulte. Donc, si on est devant une maladie de Takayasu qui est active et qui n'est pas encore traitée, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par donner des glucocorticoïdes à dose anti-inflammatoire, donc à haute dose, et on va associer d'emblée un traitement immunosuppresseur pour pouvoir permettre une épargne cortisonique. On peut utiliser le méthotrexate, l'azatioprine,
La place des inhibiteurs du TNF à ce stade n'est pas encore bien déterminée chez l'adulte. Si le patient rentre en rémission clinique, il n'a pas de signe d'activité de son TAK-IHU clinique, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à diminuer les corticoïdes de manière prudente et on va continuer les traitements immunosuppresseurs non corticoïdes. Par contre, si le patient est toujours symptomatique, alors à ce moment-là, on va considérer d'autres traitements immunosuppresseurs et c'est là que vont rentrer en particulier les biothérapies, en particulier les biothérapies par anti-TNF ou alors par anti-IL-6. Autre élément à considérer, ce sont les atteintes vasculaires. Alors si on a identifié des atteintes vasculaires au niveau de l'imagerie, soit on est dans un contexte d'inflammation par contre dans un nouveau territoire, donc dans ces cas-là, on va devoir augmenter l'immunosuppression. Si, malgré l'immunosuppression augmentée, on se trouve devant un tableau d'ischémie progressive, alors là, il va être temps de penser à une intervention de revascularisation du territoire artériel concerné. Si on est toujours dans un tableau de progression, mais cette fois-ci de lésions vasculaires qui préexistent, il y a deux cas de figure. Soit le patient est toujours symptomatique, alors dans ces cas-là, on va augmenter l'immunosuppression et on va continuer à surveiller le patient et voir si oui ou non il va répondre à cette immunosuppression. Soit alors, il y a une progression de lésions vasculaires préexistantes, mais le patient, en dehors finalement de ce que l'on voit à l'imagerie, le patient n'est pas si mal. À ce moment-là, on ne va pas bouger son traitement immunosuppresseur, on va continuer simplement de le surveiller de près pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, en ce qui concerne la pédiatrie, les choses sont moins claires et comme on l'a vu, la maladie est beaucoup plus inflammatoire, elle est souvent beaucoup plus active avec un pronostic qui peut être quand même mauvais, avec une mortalité qui reste relativement élevée, en particulier en l'absence de prise en charge suffisante. La prise en charge initiale, ce sont des bolus de corticoïdes, on utilise l'améthylprednisolone en intraveineux, on utilise des doses dans le service de 15 mg kg 3 jours de suite, on peut aller jusqu'à 30 mg kg. Ensuite, on fait un relais avec une corticothérapie par voie orale à une dose de 1 mg kg, dont je rappelle qu'au début du traitement, il faut l'utiliser au moins en 2 prises par jour pour pouvoir couvrir de manière efficace tout le nictémère. Et c'est simplement quand on pensera raisonnablement qu'il n'y a plus d'inflammation systémique qu'on pourra se permettre de la mettre en une seule prise. Et puis, bien sûr, on fait ensuite un plan de réduction sériée et très progressive de la dose sur une durée d'au moins 2 ans. Et on ajoute d'emblée en pédiatrie un immunosuppresseur, comme chez l'adulte. C'est vrai qu'on utilise, nous, un petit peu plus le méthotrexate que l'azatioprine, mais les deux sont utilisables. La question qui se pose en pédiatrie, c'est si on doit ajouter d'emblée un traitement biologique, parce qu'on sait que la maladie est très inflammatoire et souvent très active. En tout cas, si on est d'emblée dans une situation de risque vital ou d'atteinte vasculaire ou menaçante pour un organe, qu'on a une activité persistante ou qu'on a un patient qui a une corticodépendance, et on connaît quand même les dommages de la corticothérapie au long cours chez l'enfant, plus les risques également de non-observance chez les adolescents, à ce moment-là, on va utiliser assez rapidement un anti-TNF ou un anti-IL-6. Alors, quelle est la place des traitements vasculaires chez l'enfant ? Ils ne sont pas faits de manière systématique. Si en tout cas on a une sténose artérielle, on va utiliser l'aspirine à dose antiagrégante. Et si on a une hypertension qui malheureusement est fréquente en pédiatrie, on va utiliser donc des traitements antihypertenseurs, donc des inhibiteurs des ACE ou alors des inhibiteurs, des antagonismes du récepteur de l'angiotensine. Et on va pouvoir utiliser également des inhibiteurs calciques et des diurétiques. Les procédures de revascularisation vont être indiquées si on a des sténoses des artères rénales avec une hypertension rénovasculaire qu'on n'aura pas réussi à maîtriser malgré des associations de traitements antihypertenseurs, ou alors si on a une sténose artérielle symptomatique avec une ischémie permanente en aval,
ou alors dans une situation d'anévrisme en fonction de la localisation de celui-ci et de sa taille. Alors, comment va-t-on faire également pour évaluer l'activité et en particulier la sévérité aussi de la maladie de Takayasu? On va beaucoup se fier à son évolution. Alors nous, dans le travail qu'on a fait de comparaison de la cohorte pédiatrique nationale et de la cohorte adulte de la Pitié-Salpêtrière, on a utilisé le score d'Ishikawa qui est dans le tableau ci-dessus. Et vous voyez que finalement le groupe 3 qui est le plus actif et le groupe 2 sont le plus représentés dans la population pédiatrique, alors que dans la population adulte, on a un peu des patients dans toutes les catégories, ce qui nous démontre quand même que finalement ces Takayasu pédiatriques sont des maladies qui sont très actives avec un potentiel de sévérité important. Et si on regarde finalement le taux de rechute, on voit aussi qu'il est significativement plus élevé chez les enfants que chez les adultes. Et donc c'est quelque chose qui est très important à considérer dans la prise en charge de ces patients pédiatriques. Alors, il y a vraiment des mises en garde particulières et qui concernent plus particulièrement ce groupe. Je le répète, la maladie est plus inflammatoire. Elle va être demandeuse de beaucoup plus de corticoïdes pendant beaucoup plus longtemps, donc avec des effets délétères sur la croissance, sur le métabolisme osseux et bien d'autres, et le risque important de mauvaise observance au long cours, en particulier chez les adolescentes. Donc il est vraiment nécessaire de penser très rapidement aux agents d'épargne corticoïdes, car bien sûr cela va permettre aussi une meilleure observance. Et se pose la question d'emblée de l'utilisation des biothérapies. L'examen clinique reste essentiel et ne pas oublier l'examen vasculaire, l'examen neurologique et également ne pas oublier l'examen ophtalmologique, parce que les atteintes rétiniennes, elles peuvent évoluer à bas bruit et faire beaucoup de dégâts. On va préférer dans le groupe pédiatrique tout ce qui est imagerie non invasive et donc beaucoup l'écho abdominal Doppler, puisque c'est vraiment l'aorte sous-rénale l'aorte abdominale sous-rénale qui va être essentiellement concernée par le TACA. Alors en conclusion, les enfants ont une forme plus grave de Takayasu que les adultes, il y a plus d'inflammation. Le seul avantage que ça a pour eux, c'est que le délai diagnostique est en général plus court que chez l'adulte, parce que ça va amener à des hospitalisations et à des investigations quand il y a cette phase inflammatoire. Ils ont plus de lésions rénales et plus de besoins en corticoïdes. Ils ont également un pronostic plus sombre, plus d'hypertension artérielle et malheureusement plus de mortalité, et ils devraient donc être surveillés de près. L'utilisation des biothérapies anti-TNF et anti-L6, voire les anti-JAK, n'est pas encore bien définie. Pour le moment, il faut encore qu'on définisse quand il faut les démarrer. Moi, mon avis, c'est qu'il faut les démarrer très tôt. Pendant quel temps? Et puis finalement, quelle est leur efficacité réelle? Dans notre expérience, et finalement en revoyant cette cohorte nationale, eh bien, on s'est rendu compte que si on avait utilisé les biothérapies un petit peu plus tôt chez les enfants, eh bien, on aurait peut-être eu finalement peut-être moins de rechutes et un pronostic qui aurait été moins sévère que chez l'adulte. Et bien entendu, on se pose aussi la question de se dire que peut-être les pédiatres ont utilisé des corticoïdes trop longtemps et auraient dû switcher beaucoup plus rapidement sur ces biothérapies parce que les corticoïdes, eux, aggravent le pronostic, bien entendu, en favorisant le syndrome métabolique et la maladie vasculaire en l'aggravant. Donc ce dernier point qui est quand même essentiel mérite encore d'être évalué à long terme. Voilà, je vous remercie.